Salut, aujourd'hui je vais vous dire que j'ai un synthé à moteur. Vous allez me regarder bizarrement et je vais vous dire, bah ouais, je suis désolé, je sais pas quoi vous dire. C'est un synthé avec des moteurs quoi. Ouais, c'est le Motorsynth MK2 de Game Changer Audio. Là, c'est des moteurs qui tournent et chaque moteur a un espèce de capteur magnéto-optique en dessous et ça va produire du son. On va zapper la blague sur l'essence et le diesel tout de suite parce que bon, c'est un moteur électrique, c'est dans l'air du temps. Ouais. L'architecture du Motorsynth, c'est 3 oscillateurs. Un oscillateur numéro 1 qui va utiliser les moteurs, un deuxième identique au premier, et puis ce qu'ils appellent un DCO, c'est-à-dire un oscillateur numérique qui n'a rien à voir avec les moteurs, mais qui est là en plus pour pouvoir faire des sons un petit peu intéressants. Les voix sont en ligne ici, la première est là, la seconde est là, et puis la troisième est là, mais elle est un peu perdue dans les menus. On va regarder ça. Ici vous avez un petit clavier, et quand vous allez appuyer, ça fait du son. Là j'ai coupé le volume de la voix 2 et le volume du DCO, donc on n'entend que la voix 1. Cette voix, elle exploite les moteurs qui sont là, et à chaque fois que j'appuie, vous voyez qu'il y a un des moteurs dont la vitesse de rotation change. Parce qu'en fait, il va aller choisir au hasard un des moteurs disponibles. Donc comme il y a 2 voix motorisées, vous comprenez facilement qu'on peut avoir que 4 sons en même temps, puisque chaque voix va avoir 4 moteurs à sa disposition. Donc ça fait un synthé paraphonique 4 voix. Alors au fait ça se discute parce que chaque voix a son propre filtre. Vous voyez ici V1 et V2 filter sont les filtres associés aux voix 1 et voix 2. Puis il y a aussi un DCO filter. Vous voyez qu'ici les 3 boutons sont allumés, ça veut dire que les 3 filtres sont synchronisés. Mais si j'appuie 2 fois, je vais pouvoir désynchroniser les filtres et régler indépendamment par voix le filtre de la voix 1, de la voix 2 et du DCO. Il y a 4 types de filtres disponibles pour les 3 voix. Pour les voix motorisées, c'est des filtres analogiques. Pour la voix numérique, c'est un filtre numérique. Je ne sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure, mais il y a les moteurs. Je vais me taire une seconde et vous allez voir. Les moteurs en fait doivent tourner de plus en plus vite pour produire des notes aiguës. Donc ça s'entend fort, très fort. Et on va pas se mentir, ça pourrait éventuellement vous déranger parce que le son des moteurs est vraiment très fort. On peut les arrêter ces moteurs temporairement avec le bouton qui est là, sleep. Ça s'arrête. Il y a encore une ventilation parce que c'est de l'analo, donc il faut refroidir la bête. Et croyez-moi, ça chauffe. Ouais. Hop, c'est reparti. On redémarre les moteurs. Vroom. Donc là vous êtes totalement perplexe, vous dites mais pourquoi? Et à vrai dire c'est aussi ce que je me suis dit, mais cet instrument de musique il a vraiment un truc spécial. Ça va se passer plutôt sur le bas de la machine avec ce petit clavier qui est paramétrable, les boutons de contrôle qui vont nous permettre de faire des tas de trucs soit avec le clavier soit avec les voix, et puis bien sûr vous avez un séquenceur et un arpégiateur. Et dans la matrice de modulation qu'on verra après, vous avez le moyen de faire évoluer vos sons avec le temps, donc c'est assez cool. Et oui, au-delà du côté un peu gimmick du synthé à moteur, ce qui va vraiment faire de cet instrument quelque chose d'incroyable, c'est tout ce qu'il propose autour de la performance. C'est clairement une machine à performer. Vous avez ce petit clavier de 8 touches ici, et chacune de ces touches peut être configurée pour jouer une note, et on peut même aller jusqu'à faire du microtonal avec ça. Les 4 boutons qui sont en haut vont servir à configurer et modifier ces notes en live selon la gamme que vous choisirez. Et franchement, rien que ça ouvre déjà des possibilités assez énormes musicalement parlant. Combiné à l'arpégiateur ou au séquenceur monophonique, ça devient carrément une machine de guerre. On peut aussi enregistrer les mouvements de potard dans la séquence, donc ça fait pas mal d'options pour rendre vos patterns bien vivants. Alors nos 3 oscillateurs vont nous offrir des possibilités de sound design relativement classiques, avec une enveloppe d'amplification, une enveloppe de filtre, une enveloppe de pitch un peu étrange, et 3 LFO assignables.
Les deux sources magnéto-optiques vont apporter un son assez brut et organique qui va intégrer un slide naturel lié au changement de vitesse de rotation des moteurs quand on passe d'une note à l'autre. Ça s'entend vraiment quand on joue des notes éloignées. L'oscillateur numérique, quant à lui, apporte de la brillance, ce qui est plutôt bienvenu car les voix motorisées ne sont pas très riches en haute fréquence, malheureusement. On peut aussi faire de la cross-modulation entre les oscillos et utiliser cette matrice de modulation qui est très maligne, avec un jeu de sélecteurs qui permet une assignation double sur chacun des 3 potards disponibles. Globalement, la machine est relativement peu encombrante, bien qu'un peu bruyante, c'est vrai. Mais il faut rappeler qu'en tant que machine de live, elle est plutôt destinée à être utilisée en concert avec un sound system, et donc ça devrait couvrir très largement le bruit des moteurs. Juste pour comprendre un peu comment ça se manipule tout ça, vous regardez un peu les boutons, vous en avez avec des traits blancs et des boutons sans traits blancs. Les boutons avec des traits blancs, c'est assez simple, ils ont un début et une fin. Par contre, les boutons qui sont ici sans petits traits blancs sont des potards infinis. Ils n'ont pas de cran, c'est-à-dire qu'ils tournent dans le vide de manière infinie comme ça, mais ce sont aussi des boutons poussoirs. Donc quand vous appuyez dessus, il se passe quelque chose à l'écran ici. Et vous allez retrouver ces 2 boutons ici qui vont être également des boutons poussoirs infinis qui vont vous permettre de naviguer ou de changer des valeurs dans le menu. Alors au début, c'est, on va pas se mentir, un petit peu confusant de comprendre comment ça fonctionne, mais on s'y fait très très vite. Là par exemple, je suis allé dans l'enveloppe d'amplification et quand je vais cliquer sur l'enveloppe d'amplification, je vais passer d'un étage d'enveloppe à l'autre en appuyant sur le bouton, vous voyez, ADSR. Donc si je veux régler le sustain de mon enveloppe d'amplification, je peux ensuite tourner le bouton et voilà, je règle mon sustain. Si je veux régler le decay, je vais là et je vais régler le decay. Si je veux régler la courbe, vous voyez que ici il y a un petit label curve. Si j'appuie sur le bouton Alt qui a cette petite sérigraphie rouge ici et que j'appuie sur curve, je vais pouvoir modifier la courbe comme vous pouvez voir ici. Donc on pourrait se dire ouais, dommage d'avoir à requérir au menu pour changer l'enveloppe, mais en même temps bon, on n'a pas 100 000 boutons et ça aurait été compliqué de mettre toutes les enveloppes sur cette petite surface. Parlons des enveloppes du coup puisqu'on est là. Donc là je vais me régler sur je sais pas une dent de scie par exemple. Et puis je vais régler mon enveloppe. Alors ça marche exactement comme on s'attend à ce que ça marche. Donc un peu d'attaque. On peut régler la courbe avec Alt. Donc là si je fais ça, je peux régler une courbe plutôt comme ça. Ok. Je vais pouvoir avoir ici un B qui s'affiche, qui est un breakpoint, un point de cassure, comme vous pouvez voir qu'on peut paramétrer ici. Sur le sustain, évidemment on ne peut pas régler la courbe de sustain, donc quand on appuie sur Alt on a ce réglage breakpoint. Donc là je vais monter par exemple mon sustain et vous voyez que j'ai ce breakpoint, donc ça casse, ça fait une espèce de marche d'escalier. Voilà, et ça donne ce truc là. Ça me permet de vous montrer que sur chaque page on peut faire un Alt Clear et puis avoir ce message params to init pour réinitialiser une page avec no et yes ici. Donc si j'appuie sur le bouton ici, je me retrouve avec une enveloppe totalement réinitialisée. Ça c'est hyper pratique. Dans cette page là, on peut effectivement régler toutes les courbes d'un seul coup puisque en fait on voit que sur la gauche ici de l'écran, on a MCRV qui s'affiche. Et quand vous avez un paramètre qui est en surbrillance, ça veut dire qu'il est éditable avec les boutons qui sont là ou avec le bouton correspondant de la page à laquelle il appartient. Donc là, si je fais ça, je peux régler les courbes. Mais ici, vous voyez qu'il y a type qui est également en surbrillance. Ça veut dire que je peux changer le type en attack decay, attack release, delay, attack decay, sustain release, attack decay sustain hold release. Donc vous avez plus de paramètres. Vous pouvez également avoir une enveloppe bouclable, attack decay, donc AD loop, et une enveloppe attack decay sustain. Voilà les différents types d'enveloppes. Alors dans chaque page, si vous avez plusieurs paramètres qui sont les uns en dessous des autres comme ça, vous pouvez appuyer sur les boutons et puis aller chercher les paramètres avec les différentes options. Donc là par exemple, je peux réinitialiser mon enveloppe dès que je vois un gate, ce qui permet de s'assurer que l'enveloppe repart au point 0 quand vous appuyez sur une nouvelle touche. Et puis vous pouvez aussi faire agir votre enveloppe sur la vélocité avec le paramètre vel ici. Cette navigation là, elle va être exactement la même dans toutes les pages où il y a un bouton noir. Donc dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un bouton noir, il y a possiblement une page derrière. Donc là, si je vais par exemple sur filter env, si j'appuie, je me retrouve sur exactement la même page que pour l'enveloppe d'amplification, mais pour l'enveloppe de filtre. Évidemment, là, je peux aller régler cette enveloppe de filtre avec le amount qui se règle ici. Je vais fermer mon filtre.
Et puis je vais ensuite baisser mon sustain avec ce bouton là, en étant sur le paramètre sustain. Voilà. Vous voyez que ça reste assez sourd en fait, hein. C'est inhérent à la manière dont les sons sont générés, c'est-à-dire que les moteurs ils ont cette sonorité assez sourde, assez étouffée. Je me dis que ça peut gêner certains acheteurs potentiels et c'est pour ça qu'ils ont mis le DCO pour pouvoir avoir des sons un petit peu plus cristallins. Donc si je le monte, voilà, on a tout de suite un oscillateur avec des sons beaucoup plus aigus qui permettent justement d'aller un petit peu plus loin dans le sound design. On a quand même un truc plutôt sympa et on peut utiliser le drive qui est là pour aller chercher des trucs quand même assez cool. Vous pouvez faire des sons polyphoniques ou des sons monophoniques. Pour ça, il faut aller dans Alt, Poly, et puis vous pouvez aller choisir avec les pages ici gauche et droite sur la page Poly Setup quel type de polyphonie vous souhaitez pour chaque voix. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le DCO monophonique ou polyphonique, mais pareil pour les voix motorisées 1 et 2, donc vous pouvez avoir des setups qui sont différents en fonction des voix, en fonction des oscillateurs du moteur synth. Donc là, par exemple, je peux me mettre en duo, donc là je vais avoir 2 fois 2 voix par exemple. Ah, ça commence à être cool. Je peux me mettre aussi en uni, c'est-à-dire en mono. Je veux faire une 303, c'est facile. Je peux faire de la résonance. Revenir sur l'enveloppe de filtre, aller mettre un poil d'attaque. Alors l'effet que vous entendez en fait c'est ma faute, c'est que j'ai mis de l'effet ici de confort. Puisqu'en fait dans le motor synth MK2 il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de reverb, il n'y a pas de delay, il n'y a rien. Donc voilà, c'est un son vraiment très brut. Si vous voulez des effets, il faut les rajouter. Dans chaque voix motorisée, on a aussi une enveloppe de pitch. Alors honnêtement, elle est un poil bizarre cette enveloppe de pitch parce que vous allez avoir un paramètre from et un paramètre accel. Accel comme accélération et en dessous vous allez to et break. Donc vous allez pouvoir aller avec ce bouton là, paramétrer d'où vous partez. Donc là par exemple. Et puis accélération. Vous voyez que sur la courbe on comprend un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que je pars d'en bas, donc j'ai le bouton sur la gauche, et puis je vais en accélération, plus je suis à droite, plus c'est long. Voilà, je peux partir d'en haut et accélérer un petit peu. Voilà, ok. Et puis après on a ce paramètre to là qui est ici et break, donc ce qui fait qu'en fait on peut aussi paramétrer l'autre côté de la courbe, c'est-à-dire que si j'appuie sur Alt et que je règle le from, vous voyez que je vais pouvoir aller de l'autre côté de la courbe, et s'il y a du release sur mon son, donc là il faut impérativement qu'on aille mettre du release sur l'enveloppe d'amplification pour qu'on entende quand je vais lâcher la touche, il se passe ça. Donc je reviens ici. Vous voyez que ça continue de monter même quand j'ai lâché la touche. Donc je vais mettre le from ici. L'accélération, je vais aller plus vite. Ok. Et puis le from, je vais repartir d'en bas. Alors ce filtre, vous l'avez entendu, il sonne plutôt pas mal avec son drive. Si je change jusqu'à bandpass, donc là je suis en train de manipuler le filtre de V1, c'est-à-dire le filtre de la voix 1, mais comme les 3 diodes sont allumées, en vérité je suis en train de faire exactement le même réglage sur le filtre V2 et le filtre DCO. Si je veux pas, j'appuie 2 fois sur le bouton et là je vais faire un réglage qui va être spécifique au V1 filter, et si je veux faire un autre réglage spécifique sur un autre filtre, j'appuie 2 fois sur le bouton et ça me donne des paramètres qui vont être séparés par rapport à ce filtre là. Le truc sympa avec cette gestion là des filtres,
c'est que vous avez dans les pages ici la possibilité d'asservir les filtres les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous pouvez décider par exemple que vous allez synchroniser tous les filtres par rapport au réglage du filtre 1 avec un offset, c'est-à-dire un décalage. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire un réglage pour le filtre un autre pour le filtre 2, mais quand même les linker ensemble pour pouvoir faire en sorte que les deux filtres évoluent de manière parallèle. Et ça, je trouve vraiment ça très cool. Pour les linker, je peux cliquer ici sur Link. Ok, et vous avez cette interface qui vous permet d'asservir les filtres les uns par rapport aux autres. Donc là, si je tourne ici, je link, le master devient le DCO et il se déploie sur le V1 et le V2 en slave, ou le V1 peut être le master et il se déploie sur V2 et DCO en slave, le V2 peut être le master, enfin vous comprenez. Et avec ce paramètre là, unlink, que je peux mettre à no change ou à to set vals, je vais pouvoir décider ce qui va se passer quand je vais délinker les filtres. Soit je garde les valeurs qui sont actuellement paramétrées, soit en faisant le unlink, je reset les valeurs aux valeurs qui sont celles du filtre que je suis en train d'éditer. Mais du coup c'est bien parce qu'on peut offsetter les filtres entre eux. Alors je vous laisse découvrir la manip dans le manuel parce que sinon cette vidéo va durer 18 heures. Alors on va écouter un petit peu le DCO et ça devient intéressant parce que donc, il n'utilise pas les moteurs ce DCO, mais on peut le paramétrer avec le menu DCO qui est ici. On fait Alt DCO et là on va pouvoir aller choisir la forme d'onde qui pour l'instant est carré, pulse, saut, triangle, sinus et noise. Et je peux décider de le router au master ou directement dans la voie 1 moteur ou dans la voie 2 moteur. Alors ce qui est intéressant, c'est que là j'ai un wave folder, donc et je peux aussi faire de la hardware sync jusqu'au V1, donc c'est à dire que je vais synchroniser V1 par rapport au DCO, donc ça va me donner tout un tas d'options rigolotes. Je vous laisse aller découvrir ça également. On peut aussi cross-moder le DCO sur V1 ou sur V2, donc là par exemple si je fais ça, Et en fait, les boutons qui sont là avec cet écran, on va pouvoir, quand on est dans le menu Keys and Poly qui est ici, là, je suis dedans, on va pouvoir aller paramétrer les notes. Et en fonction de comment vous êtes configuré là, ici, vous voyez, on peut être sur micro. Alors on peut aller choisir ici sa gamme, là je suis en mi mineur pentatonique, mais je peux aller choisir une autre gamme, là par exemple je vais me mettre en harmonique mineur. Là si je mets l'arpégiateur en route et que je le latch, je peux aller le paramétrer, j'ai un octave range de 2. Et là ça part en sucette totalement, puisque alors moi je suis conquis, battu, à partir du moment où je pars là-dedans c'est terminé. Alors on peut aussi tout changer en même temps avec le Shift All qui est ici. Donc si par exemple je lance l'arpégiateur, je vais tout réinitialiser là.
Attendez, je vais tout réinitialiser d'abord. Hop. Hop. Et puis je vais faire ça. Et puis Alt. Et je vais tourner ce bouton. Ça va shifter, c'est-à-dire décaler toutes les notes. C'est juste n'importe quoi. Ok. On va rajouter la modulation ici. On peut moduler jusqu'à 6 paramètres en même temps. Donc là, on va dans mode setup. Et puis, vous pouvez aller choisir un paramètre de modulation. Mettons que je veuille moduler la scale qui est ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire assign. Je vais aller choisir A ou B ici. Et puis, je vais refaire assign. Et il me dit turn to assign mode 1B. Donc là, je vais tourner ce bouton-là. Donc là, je module le scale. Mortel. Latch. A few moments later. Alors si ça suffisait pas, il y a un séquenceur et en vrai le séquenceur il mériterait une vidéo complète rien que pour lui. Il est quand même assez complexe, c'est un séquenceur à 8 patterns et 16 pas monophoniques, donc ça c'est juste le truc un peu dommage. Mais cela dit, je comprends pourquoi, parce que déjà rien que pour manager le séquenceur monophonique, c'est un peu une galère, j'ai envie de vous dire, puisqu'il faut aller allumer le séquenceur en appuyant, en tournant ce bouton-là. Vous voyez que ça s'allume ici, vous faites un play stop. Et alors comment ça marche? Ça s'appuie sur l'idée que vous allez devoir sélectionner un certain nombre de steps. Donc là par exemple, je sélectionnais cela. Et puis ensuite, vous voyez là, il y a écrit Note, Vel, Gate, Slide. Ça correspond aux 4 boutons qui sont là. Et lorsque le point est à côté du bouton, vous allez pouvoir tourner ce bouton pour changer les notes. Vous voyez? Voilà, je vais passer là, par exemple, ici. Je vais changer ces deux notes là, tiens. Ces deux notes là. Ouais, très bien. Donc on passe à la page suivante en tournant ce bouton, vous voyez là, page 1, page 2, ok. Et là, on peut continuer. Voilà, tourner la partie note. Ok. Et je me suis gouré, c'était celle-là. Voilà. Et là, vous voyez, à droite, il y a probabilité, donc je peux aller là. Et puis je peux décider des probabilités de chaque note. Donc là par exemple j'ai sélectionné toutes les notes et leur mettre une probabilité toutes comme ça. Je vais tourner le bouton pour revenir à la page 1. Là je vais faire ça et ça. Et puis je peux tourner la probabilité. Vous voyez qu'en plus c'est proportionnel puisque je n'avais pas désélectionné les autres. Sympa, non? Donc là je vais retourner sur la page 2, donc attendez, page 2 c'est ici. On va sélectionner ça et ça, voilà. Et on va augmenter la probabilité de cela. Cool. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre du ratchet. Alors le ratchet il faut aller là. Appuyer 2 fois pour mettre le bouton en face de Ratch. Puis là, on va mettre du ratchet ici. Ouais. Ok. Je vais en mettre un là, tiens, ratchet ici. Ici.
Ok, je vais changer de page. Ok. Je vais mettre du ratchet là. Oui, alors c'est pas la bonne page, voilà, c'est celle-là. Ratchet. Vous voyez, c'est compliqué quand même. Hein. Je vais sélectionner celle-là. Ratchet, c'est là. Ouais. Le truc rigolo, c'est que ce séquenceur, il a d'autres patterns. Donc là, je peux aller sur Pattern. Là, vous voyez, il y a 8 patterns disponibles. Et je peux faire des chaînes de patterns. Donc là, Rec Q. Donc là, je pense que je peux faire 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on peut faire tout un tas de trucs. Alors, je ne sais pas comment réinitialiser en plus. C'est ça qui est drôle. Alt, Reset. Reset son Q, yes. Vous voyez, je sais très bien. To Q, A. OK, Clear. Entire Q, yes. OK, voilà. Ah, je peux randomiser aussi. Exit. Bon, vous avez compris, c'est une machine de guerre. C'est un truc de ouf. Mais son séquenceur est juste un petit peu compliqué, il faut vraiment rentrer dedans. Vous voyez, moi je vous ai à peine montré des trucs. On peut activer, désactiver des pas, on peut chaîner des patterns, on a 4 queues différentes pour chaîner ces patterns. On a aussi un motion recorder ici, quand on clique là, on peut enregistrer jusqu'à 4 paramètres sur la séquence. Ça marche aussi sur l'arpégiateur. En gros, vous faites play, stop, là vous faites rec, arm, et ça record, vous voyez. Hop, et dès que je lâche, ça boucle. Et là, par exemple, si je veux changer, par exemple, la scale, je vais faire rec arm. Hop, et voilà, c'est bon. 12 seconds later. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir le Game Changer Audio Motorsynth MK2? Bah, ça dépend du prix que vous êtes prêt à mettre dans une machine comme celle-là, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même pas donné. Est-ce que c'est justifié? Je ne saurais pas vous dire. Honnêtement, ça fait tellement de trucs et il y a tellement rien de comparable sur le marché. Un truc qu'on ne peut pas enlever au Motorsynth MK2, c'est que c'est vraiment un appareil extrêmement original avec un workflow qui est vraiment designé pour le live. C'est un appareil que je conseillerais aux gens qui veulent vraiment faire de la performance live et qui ont déjà eu une première expérience avec des synthés un peu compliqués. Les capacités de sound design de base ne sont pas très impressionnantes, mais toute la modulation qu'il est possible de faire avec à la fois la matrice, le séquenceur, l'arpégiateur, le motion recorder, ça fait quelque chose qui est absolument hallucinant et surtout qui est extrêmement gratifiant à jouer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez compris comment ça marche, c'est un truc de fou quoi. Je vous en ai pas parlé, mais vous pouvez aussi brancher ce Motorsynth MK2 sur votre modulaire. Donc si vous avez des modules externes, vous pouvez encore faire de la modulation supplémentaire par rapport à ça. C'est juste un truc de dingue. Je suis très impressionné par cette machine et honnêtement, si j'avais l'argent, je pense que peut-être je me l'achèterais. Les choses qui me plaisent un peu moins dans cette machine, c'est vraiment le bruit des moteurs. C'est extrêmement ennuyeux et puis surtout l'interface, c'est pas autoporteur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lire la doc pour pouvoir tirer la quintessence du produit. Il y a plein de petits tips qui sont expliqués dans le manuel, il faut absolument le lire. Là, j'ai couvert vraiment 20% de ce qu'on pouvait faire avec cette machine. Et vous voyez déjà la durée de la vidéo, c'est juste n'importe quoi. Voilà, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas de soutenir la chaîne et je vous dis à la prochaine. Merci à toutes et à tous. Ciao!